Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le cluster avec une série de partenaires et lors de mon introduction, j'aurai le plaisir de pouvoir en présenter. Sur un sujet évidemment hyper important, c'est important depuis toujours, depuis la création du cluster, ce sujet évidemment, mais la crise énergétique fait en sorte qu'on doit arriver avec des solutions à court terme également. Et donc, le but de ce webinaire aujourd'hui, c'était justement de donner des pistes concrètes pour comprendre finalement le marché de l'énergie, pourquoi les prix sont élevés, est-ce que c'est des tendances qui vont continuer. On va essayer d'appréhender ces thématiques-là lors du webinaire aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous et je vais vous partager mon écran. Voilà. Hem, pour faire une petite introduction avant de rentrer dans le cœur du sujet, donc avec nos orateurs du jour que sont le bureau Jeanson, de Place et Associés, bureau d'études et l'entreprise C-Énergie, et on aura une présentation à la fin de la SRIW. Pour donc appréhender ces pistes juridiques, techniques et économiques pour décarboner, sécuriser ces coûts d'énergie. Alors, qui on est? On a un slide. Le cluster Tweed a évolué cette année vers un cluster donc énergie depuis presque 15 ans. Et cette année, on a rajouté à Tweed la dimension eau. Et donc maintenant, on a un cluster des technologies de l'eau et de l'énergie durable. Donc, c'est 200 entreprises, centres de recherche, universités et acteurs qui travaillent sur une série de technologies. On a plus de 450 finalement technologies dans nos écosystèmes, et vous Ah, voyez c'est bien. euh, euh, l'ensemble des technologies, vous voyez sur le graphe, sur lesquelles on est actif. Donc, en tant que cluster, on est là pour supporter évidemment le réseautage, être un point de contact pour l'ensemble des entreprises sur ces dimensions technologiques de l'eau et l'énergie durable. On est là pour soutenir le montage de projets. On est là aussi pour avoir une dimension régionale de roadmap, de promotion et aussi à l'international. Et donc, on a la chance de coordonner des axes d'innovation pour la région en termes énergétiques, notamment sur les axes hydrogène, communauté d'énergie, qui sont des axes importants, mais aussi sur l'axe eau. Et pour vous donner quelques chiffres, voilà, ça représente plus de 2000 participants à nos événements, 11 projets soumis, 8 validés l'année passée, avec notamment des gros portefeuilles de projets qu'on soutient, notamment l'année passée sur les communautés d'énergie ou l'hydrogène. Donc voilà un peu en quelques secondes une carte de visite de qui on est. On veut et on souhaite se positionner vraiment comme un cluster orienté infrastructure et orienté application. Et on travaille pour ce faire avec toute une série de partenaires, avec des écosystèmes qu'on considère comme importants, que sont par exemple le stockage, les réseaux de chaleur, le partage d'énergie, les gaz de synthèse, l'hydrogène, l'eau circulaire. Donc, il y a toute une série de sujets qu'on veut appréhender au sein du cluster, aider le montage de projet et aussi soutenir les autres secteurs là-dedans. Si on voit juste aujourd'hui les personnes qui sont liées au cluster avec des technologies du service sur l'énergie et l'eau, bah, finalement, on voit que le cluster est vraiment un regroupement de compétences qui peuvent aider les acteurs qui doivent avancer sur cette transition énergétique, avec notamment des acteurs qui peuvent travailler sur les différentes filières que vous voyez avec en rond. On travaille sur le biogaz, qui est une grosse thématique actuellement. On a des installateurs solaires, photovoltaïques présents aujourd'hui. On a des acteurs qui proposent des éléments de flexibilité, de stockage, des acteurs qui proposent des solutions de gaz de synthèse, d'hydrogène, des installateurs, des développeurs éoliens, des fournisseurs d'énergie, des producteurs, des acteurs qui vont travailler sur la circularité, la réutilisation de l'eau. Il y a des acteurs aussi en monitoring, que ce soit dans l'énergie ou dans l'eau. On a des acteurs qui vont traiter l'eau, qui vont aller récupérer les eaux usées pour en refaire par exemple du biogaz. On a tous les acteurs en digital, pardon,
Le digital qui nous permet de pouvoir faire, au-delà du monitoring, un suivi des performances des sites industriels. On a des acteurs ici présents sur la mobilité électrique. On a aussi évidemment toute une série d'acteurs qui peuvent aider à la performance énergétique dans l'industrie, dans le bâtiment, et donc des bureaux d'études et des acteurs techno. On a aussi des universités qui peuvent amener de l'innovation. Donc, je pense qu'on a tout un panel finalement de solutions qui peuvent être utilisées par les PME et les industriels du secteur. Ici, l'objectif d'aujourd'hui, c'était de faire un mélange dans les participants, aussi bien du côté offre que de la demande. Si vous voulez trouver des partenaires et des infos utiles, donc ne pas hésiter à utiliser nos sites internet. On a notamment un site particulier qui s'appelle riwallonia.be qui regroupe justement plus de 450 entreprises référencées avec des tags liés à leurs compétences dans nos différentes filières. Donc, c'est un site assez utile pour pouvoir avancer et trouver des partenaires. On est évidemment, nous, disponibles en tant qu'équipe pour pouvoir vous aider. On a des sites particuliers pour comprendre des nouvelles dimensions importantes, par exemple macer.be sur les communautés d'énergie, qui est un élément important, notamment dans le cadre des accords de branche troisième génération pour ceux qui vont être appliqués. On a aussi des sites dédiés sur les compteurs intelligents avec ma conso sous la loupe, avec toute une série de technos liés avec ce qu'on peut faire en gros avec un compteur intelligent. Ne pas hésiter à nous suivre avec tous nos outils de promotion. Les futurs événements ici dans les 10-20 prochains jours. Notre agenda est assez dense pour le moment, mais je voulais spotter deux événements. Un sur le salon Smart City Wallonie, notamment avec à destination plutôt là des villes et communes, mais pour parler de partage d'énergie. Donc on parlera aussi du rôle des PME dans ce partage d'énergie, avec notamment la présence du ministre de l'énergie pour ce cadre réglementaire qui évolue et qui devrait être finalisé ici au mois de novembre avec les AGOE qu'on attend avec impatience. Et un autre événement plutôt orienté techno sur l'éolien offshore. Il y a de nombreuses opportunités pour les entreprises wallonnes à travailler dans les futurs appels d'offres dans l'éolien offshore. Et donc, on organise avec la Socofé, la SRI et Mecatech, un événement pour pouvoir identifier les opportunités avec les grands joueurs de l'éolien offshore. Donc deux événements pour les entreprises du cluster à garder dans votre agenda. Alors, en termes d'opportunités pour l'ensemble des participants, il y a des appels à projets. Un des rôles de cluster, c'est de suivre les appels à projets pour essayer de faire en sorte que les entreprises puissent profiter de ces appels pour mettre en œuvre des solutions. Il y a un appel très court terme d'ici le 4 octobre pour Digital for Circular Wallonia. Donc, c'est toute l'utilisation d'outils digitaux pour pouvoir mettre de la circularité, notamment en termes de stockage, de flexibilité dans le domaine de la construction et dans le domaine de l'eau. Typiquement, c'est 100 000 euros avec un financement de 75%. Donc, vous pouvez avoir 75 000 euros pour financer une étude, plutôt liée donc au digital pour amener de la circularité. On a aussi la région wallonne est partenaire de Clean Energy Transition, qui est un appel à projet au niveau européen qui finance toutes les thématiques qui vont être parlées aujourd'hui peuvent être financées dans ce cadre-là. La Wallonie cofinance 900 000 euros dans cet appel et on est toujours là en tant que cluster pour soutenir les entreprises pour déposer. Les meilleurs finalement consortiums sont ceux qui mélangent des entreprises techno et des entreprises qui ont des besoins. Donc, je pense que là, ce mélange est important. Donc là, on a un peu plus de temps, ça va de 3 novembre, mais donc il y a des opportunités d'appel à projet. Il y a aussi beaucoup d'opportunités que la région wallonne offre en fonction finalement de son état des lieux en tant que PME ou entreprise industrielle. Elle peut financer aussi bien l'évaluation que l'étude, que l'investissement et l'exploitation. Donc, j'ai repris un slide du SPW Wallonie Énergie. Merci à Grégory pour ce slide. Et il y a beaucoup d'autres informations et on vous informera sur les différents outils qui existent pour pouvoir financer ça. Mais aujourd'hui, on va axer sur un nouvel outil qui s'appelle Wall Energy, plutôt orienté donc industrie. Et ce sera en fin de webinaire, on aura la SRIW qui va vous présenter ce nouvel outil.
Les partenaires du jour pour ce webinaire, on le fait avec plusieurs autres clusters, pôles ou fédérations. Ici, un partenariat avec Plastiwin. Donc, il y a plusieurs membres de Plastiwin ici présents aujourd'hui. Bienvenue à eux. On a prévu pour le secteur de l'industrie du plastique, qui se pose évidemment aussi la question de la performance énergétique. On a un événement qui vous est attendu le 17 novembre après-midi à Jean-Blou. Et donc, on aura toute une série d'orateurs qui vont présenter plutôt la performance dans l'industrie avec des bureaux d'études spécialisés. On reparlera de contrats liés à l'industrie. Et donc, je vous invite à bloquer la date. L'invitation va vous être envoyée dans les jours qui viennent. On a un partenariat aussi avec pas mal d'acteurs qui viennent de la BEMAS, donc sur la maintenance, hein, la Fédération de la maintenance. On a pas mal d'événements faits par le passé, donc on a pas mal d'idées pour la suite aussi. Et donc, c'est un partenariat qu'on continuera parce que la maintenance, aussi bien des assets renouvelables, des éoliennes, mais aussi des bâtiments, c'est essentiel. Et donc, on continuera cette collaboration avec des événements ou actions à venir. Et enfin, pas mal d'acteurs du secteur agroalimentaire présents aujourd'hui, bienvenue à eux, parce que en tant que cluster de l'énergie et de l'eau, finalement, on arrive vite au nexus énergie-eau-alimentation, qui sont les trois grands finalement défis du siècle à venir. Et donc, je pense que cette collaboration, elle est essentielle. On voit que la thématique au point de vue de la durabilité, mais aussi au point de vue technologique, la circularité, la digitalisation, on vient avec des éléments techno qui sont assez similaires, en tout cas dans l'approche. Et donc, il est intéressant de faire travailler tous ces acteurs, aussi bien de l'eau, de l'énergie et de l'alimentaire, ensemble pour trouver des solutions. Et donc, sur cet aspect-là, au-delà des choses qui se passent déjà dans les entreprises agroalimentaires qui font pas mal de projets dans le secteur de l'énergie. Voilà toute une série de projets ici, de projets aussi bien éoliens, biogaz, hydrogène, solaire, efficacité énergétique, communauté d'énergie, valorisation des eaux industrielles. Donc, on a toute une série de panels de solutions. Mais il faut aller beaucoup plus loin et donc on va continuer ce travail-là en partenariat avec le pôle Wagralim, et j'ai Cécile ici qui va donner quelques éléments sur cet aspect énergie-eau, alimentation et sur Wagralim. Cécile? Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Cédric de nous donner l'opportunité de présenter le pôle Wagralim, donc le pôle de l'agroalimentaire. Wagralim fait partie des 6 pôles de compétitivité wallons qui visent à soutenir l'activité économique et l'emploi dans des domaines stratégiques pour la Wallonie, avec un focus sur l'innovation. Alors, on a 3 grands axes stratégiques au niveau de Wagralim, et tous nos projets, en fait, il y a vraiment un lien avec ces axes stratégiques. Les 2 premiers, comme vous pourrez le voir, ont une connexion directe avec les compétences développées par les clusters TUID et H2O. Le système agroalimentaire interconnecté durable, on travaille actuellement sur la création d'une filière et le développement d'une filière agro-industrielle de protéines végétales. On a d'autres projets de pôle également. L'industrie efficiente et transparente, là, on travaille sur différentes thématiques. On a des projets de pôle également au niveau de l'utilisation des ressources en eau et d'énergie. On travaille sur la sécurité alimentaire et également sur la réduction de l'impact des emballages. Et un troisième thème qui est la nutrition, donc un troisième axe, pardon, qui est la nutrition et consommateur, mais qui est moins lié avec la thématique du jour. Alors, Wagralim fait partie d'un large écosystème. On a autant des acteurs privés que des acteurs publics. Là, on vous a mis un panel avec différents acteurs.
comme je le mentionnais, donc on fait partie des pôles de compétitivité. On a énormément d'interactions avec les clusters, avec la fédération, avec les fédérations et particulièrement avec la Fédération de l'agroalimentaire FEVIA. Mais on a également des centres de recherche, des universités. On travaille avec d'autres acteurs qui sont, eux, privés, donc des entreprises de l'agroalimentaire, mais également des entreprises qui tournent autour de l'agroalimentaire. Et le rôle central de Wagralim, ou en tout cas un des rôles de Wagralim, c'est l'animation de tout cet écosystème via des workshops et des séminaires, mais également de rassembler toutes ces entreprises, les centres de recherche, les universités, autour de projets de partenariat, de collaboration, via par exemple des projets de pôle ou des projets européens. Moi, je me présente à vous en tant que… alors, Cédric, tu allais un tout petit peu vite, si tu peux rester sur le… Merci. Donc, je me présente à vous en tant que coordinatrice de Circular Wallonia, où les thématiques de l'eau et l'énergie sont primordiales. Et alors, je voulais aussi axer la communication sur un point. Donc, aujourd'hui, nous avons notre événement actuel qui sont les Food Connections. Tout l'après-midi, nous avons différents séminaires liés à nos 3 axes stratégiques et on a notamment un séminaire sur la décarbonation. N'hésitez pas à regarder donc, sur Internet Food Connections 2022. Et si vous souhaitez plus d'informations, vous aurez mes coordonnées à la fin de la présentation. Comme Cédric le mentionnait, donc, nous mettons en place toute une série d'événements liés à l'énergie eau au niveau du secteur agroalimentaire. Donc, le premier événement organisé par le cluster TUID et le cluster H2O est le webinaire de ce jour sur la crise énergétique pour les entreprises. Nous avons également le 15 novembre, donc là c'est la première annonce de cet événement. Nous aurons un événement à Orval sur des solutions en énergie en eau durable et circulaire pour le secteur agroalimentaire, avec une visite possible des installations de l'abbaye d'Orval. Et en 2023, et là c'est un teasing où il y aura plusieurs événements en lien avec des solutions concrètes au niveau de l'eau pour le secteur de l'agroalimentaire. Et ceci se fait donc avec le cluster TUID, le cluster H2O et FEVIA Wallonie. Donc, voici mes coordonnées. Comme je vous l'avais dit, je suis coordinatrice chef de valeur circulaire Wallonia pour l'agroalimentaire, chef de projet en économie circulaire au niveau du pôle Wagralim. Vous avez mon adresse mail, numéro de téléphone ainsi que les coordonnées de Wagralim. Si vous voulez suivre les différents projets, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter info.wagralim.be/contact-nl. Je vous souhaite un très bon webinaire. Merci. Merci Cécile. Donc, comme vous l'aurez compris, on va faire pas mal de choses en lien entre l'énergie eau et le secteur agroalimentaire. En fait, on cible certains secteurs. On a aussi le secteur de la construction qui sera prioritaire ici dans les mois à venir et le bâtiment. Et donc, c'est clair qu'on doit agir sur un certain nombre de filières sur l'aspect énergétique. Toutes les filières en fait, mais on cible les grands volets pour le moment. Et donc, on va rentrer maintenant dans le cœur du sujet, avec une présentation, une co-présentation avec le bureau Jeanson. J'en profite pour faire pas une publicité parce que ça avait déjà été fait l'année passée, mais en fait l'année passée on avait organisé un webinaire à l'occasion de la sortie d'un livre qui s'appelle Le nouveau droit des énergies renouvelables en Europe et en Belgique. On avait eu le plaisir d'offrir ce livre-là à tous nos membres. Le juridique et le droit deviennent en fait, au-delà de la technique, les éléments prépondérants en fait dans notre marché énergétique. Et donc, on avait eu toute une série d'actions liées à ça. Et ce webinaire vient un peu compléter cette information-là. Et on voulait ici rendre encore les choses plus pratiques. Et donc, cette présentation se fait avec le bureau de place et associés pour arriver finalement à une vision assez complète ici dans les 40 prochaines minutes sur les pistes qu'on peut mettre techniques, juridiques et économiques pour aider les entreprises dans leurs soucis énergétiques. Et donc, je vais demander à peut-être Gaëtan de partager son écran. Si tu me donnes l'autorisation, Cédric, je pourrais le faire. Ok, on va le faire tout de suite.
On avait convenu que c'était Sébastien, finalement, qui était très fier de sa nouvelle image. C'est bon, tu peux. C'est bon? Oui. C'est bon, c'est parti. Vous voyez mon écran? Très bien. Très bien. Mais donc, bonjour à tous. Merci Cédric pour l'introduction. Donc, on sera effectivement ici 3 à faire la présentation. Donc, Gaëtan et moi, associés du bureau de place, et Guy, responsable des activités juridiques au sein du cabinet Janson. Donc, le focus de notre présentation, c'est les impacts de la crise énergétique pour les entreprises. Voilà, mais donc, en guise d'introduction, nul ne peut faire l'impasse sur les articles dans les journaux, sur Internet, etc., concernant la crise énergétique. Donc, on voit bien que cette crise énergétique, depuis quelques mois, donne pas mal de boulot aux journalistes et remplissent bien les pages des quotidiens, etc. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est un peu de mettre de l'ordre dans tout ça et de comprendre en fait de quoi on parle quand on parle d'augmentation des prix de l'énergie. Donc, première question à laquelle on voudrait répondre aujourd'hui, c'est pourquoi les prix de l'énergie sont élevés? Est-ce que c'est une tendance pérenne? Et de quoi est-ce qu'on parle? Quelles sont les réponses qui sont apportées par la Commission européenne? Et ensuite, y a-t-il d'autres leviers, que ce soit en matière d'efficacité énergétique, en matière de renouvelables, etc. Et enfin, en guise de conclusion, quels sont les principaux messages à retenir? Donc, on attirera votre attention lors de la dernière partie de notre exposé. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, les prix d'énergie, c'est quoi? Mais en fait, les prix d'énergie, c'est différentes catégories. Donc, on a d'abord le commodity, donc le prix de l'électricité, le prix du gaz, auquel viennent s'ajouter le prix du transport, le prix de la distribution et les taxes. Ce qui bouge aujourd'hui réellement, c'est le commodity. Donc, c'est un tarif qui est libéralisé et donc on voit bien que c'est soumis à pas mal de pression, de tension sur le marché et on enregistre des fortes hausses aujourd'hui. Tarif transport et distribution, mais c'est régulé. Hein, donc, la Belgique a la joie d'être régionalisée. Donc, on a différents régulateurs, que ce soit la VREC, Bruegel ou la COAP, qui ont proposé donc, une méthodologie tarifaire. Et ensuite viennent les leviers publics, donc tout ce qui est taxes, mais toutes les taxes qui viennent s'ajouter. Les tendances qu'on observe, c'est que en fait, jusqu'en 2021, les prix du gaz ici, donc le prix du commodity, étaient relativement peu élevés et constants. Donc, ce n'était pas une préoccupation majeure ni pour les particuliers ni pour les entreprises. Il y avait la facture à payer et c'était un geste qui se répétait d'année en année. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a eu trois chocs. Premier choc, c'est la reprise post-Covid. Donc, augmentation de la demande, c'est la loi de l'offre et de la demande, plus de demande avec une offre qui est limitée, mais ça augmente les prix de l'énergie. Deuxième choc, c'est notre copain Poutine qui décide d'envahir l'Ukraine. Ça a impacté à la hausse les prix du gaz. Et ensuite, on n'en est pas. Enfin, vous voyez bien que l'augmentation est assez spectaculaire et on n'a jamais vu ça sur les marchés. Et enfin, on est pour le moment à la troisième phase où il y a eu l'arrêt progressif de l'approvisionnement en gaz par le gazoduc Nord, et on voit bien que ça a des impacts qui sont non négligeables et qui sont loin d'être finis par rapport au marché. Donc, ces différents éléments viennent vraiment mettre sous tension le marché du gaz. Alors, au niveau de l'électricité, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont en fait des tendances relativement similaires. On retrouve les 3 chocs qui suivent le même rythme que ce qu'on a enregistré au niveau du gaz. Et on verra en fait que le prix de l'électricité varie en fonction des coûts marginaux de production. On y reviendra plus tard et Guy se fera un plaisir donc d'expliquer de quelle manière il y a ce lien entre les prix de l'électricité et les prix du gaz. Et il y a d'autres éléments explicatifs qui viennent impacter à la hausse des prix de l'électricité, comme l'entretien des réacteurs nucléaires, l'augmentation du coût de la tonne de CO2, etc. Quelles sont les tendances? Donc ici, en bleu, on retrouve le commodity de l'électricité. Donc on voit bien qu'en 2021, entre 2021 et 2022, première augmentation, mais les projections montrent que malheureusement, d'ici 2023, ça va encore augmenter. Et pour ensuite connaître une légère diminution à partir de 2024. Mais on restera néanmoins sur des niveaux relativement élevés.
En gris, vous trouvez le tarif complet, donc incluant les taxes et les tarifs de transport, de distribution, etc. Et on voit bien que le niveau le plus élevé, c'est en 2023, avec 596 € du mégawattheure. On a reçu quelques projections donc, qui viennent d'Europe Énergie, qui nous permettent de voir en fait les tendances qu'on peut observer en Belgique, mais également au sein des pays limitrophes et d'autres pays. Et le constat est le même. Donc, on voit bien que les prix de l'électricité sont élevés et quand on voit les projections MON plus 1, MON plus 2, MON plus 3, on reste vraiment sur des prix qui continuent à croître avec des tendances relativement importantes. Il faut aller au niveau du CAL plus 1, CAL plus 2, CAL plus 3. Donc, au niveau du CAL plus 3, on commence à avoir une réduction par rapport au pic qu'on aura obtenu donc, en 2022. Je propose maintenant de passer la parole à Guy, donc il va faire le lien entre le coût du gaz et le prix de l'électricité qu'on a observé. Guy. Oui, si on peut revenir juste sur le slide précédent. Donc, ce qu'on voit, c'est que la tendance est donc pérenne, hein, c'est ça. Puisqu'on voit qu'en 2025, CAL plus 3, on est toujours à 200 €, à 213 € pour le baseload d'électricité, 370 pour le pic. On voit que dans le gaz, CAL plus 3, on est encore à des 84, on vient de 17, 18, on va en reparler tout à l'heure, hein, c'est pour ça que je voulais insister. Et puis, le dernier élément, c'est les certificats. Le certificat de CO2, c'est-à-dire le coût de la tonne de CO2, hein, qui était jadis de quelques euros, qui était à 100 € il n'y a pas longtemps, maintenant il a un peu diminué, mais il va remonter et on nous annonce des prix supérieurs. Et je reprends ces éléments-là parce que c'est très important. Et on voit à côté de ça le baril, le Brent et le WTI qui diminuent, puisqu'on est largement en dessous des 100 $ le baril et on est aux alentours de 80. Avec évidemment, malheureusement pour nous, un taux de change qui est très compliqué. Voilà, donc ça, il faut bien voir que donc ça, ce sont les achats à terme. Donc, on voit des tendances plus celles qu'on a observées. Alors, pour comprendre cette formation des prix, il faut revenir sur certaines notions fondamentales. C'est quoi un coût marginal? Vous avez entendu dans la presse, oui, la formation des prix, ça dysfonctionne à cause du coût marginal. C'est quoi le merit order? C'est quoi la composante ou les composantes du prix de l'électricité? Et ça vous permettra de voir sur quoi on peut jouer et sur quoi essayer de travailler pour l'instant l'Europe avec des propositions toutes récentes de la semaine dernière. Alors, le coût marginal, c'est en fait des coûts variables de l'unité marginale de production. Alors, ça peut être soit une turbine à gaz, soit généralement une TGV, c'est-à-dire une turbine gaz-vapeur. Ce coût marginal, il est donc fondé sur la dernière unité de production. Chez nous, ce sont, je vous le disais, les TGV qui consomment donc du gaz. Alors, est-ce que ce coût marginal existe depuis toujours? Pas du tout, parce qu'avant la libéralisation, avant les années 2000, on avait ce qu'on appelle des coûts moyens. C'est-à-dire qu'on prenait l'ensemble des producteurs, des lignes de production, des chaînes de production, que ce soit nucléaire, charbon, gaz et autres, on faisait un coût moyen et on vendait ce coût et on vendait l'électricité. À l'époque, c'était le comité de contrôle qui fixait ce prix moyen. Or, tout cela a changé avec la libéralisation. On a dit, mais attention, comment attirer des investissements sur ces unités marginales qui étaient les TGV en changeant complètement, si vous voulez, la donne et en transformant le coût moyen au coût marginal. Alors, il faut savoir que beaucoup de pays, encore aujourd'hui, quand on vous parle à l'étranger de single buyer, de pool d'acheteurs uniques, de coût d'acheteurs uniques, c'est ça le coût moyen. C'est-à-dire qu'on met l'ensemble des coûts et puis on fait une moyenne. En Afrique, en Asie, on a encore des pools d'achat d'énergie et vous avez entendu revenir maintenant l'Europe en disant bah, il faudrait peut-être faire un pool d'achat du gaz, un pool d'achat, un pool d'achat. Donc, on est en train de se poser des questions, et légitimement, est-ce que ce coût marginal qu'on a inventé pour la libéralisation et pour attirer les investisseurs sur les unités marginales, est-ce qu'il est encore, correspond encore à une réalité? Mais la réponse est non, puisqu'on voit ces prix. Alors, le problème aujourd'hui, la conséquence, c'est que ce coût marginal s'applique à toutes les unités, y compris donc celles dont les coûts sont largement inférieurs.
le nucléaire, le solaire, etc. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui, d'une distinction entre les unités de production inframarginales, qui ne dépendent pas donc de cette unité marginale du gaz, et les unités marginales. Alors, ce coût marginal, il sert à quoi? Vous allez me dire, il est où? Il est partout. Il est sur la bourse, celui qu'on vous a montré le slide précédent, c'est ça le coût marginal. Et il est même repris dans tous les contrats, notamment les contrats de transport d'électricité et de gaz, d'Elia, et de tous les distributeurs, parce que dès que vous êtes en déséquilibre, en imbalance, eh bien, on achète cet imbalance sur la bourse. À quel prix? Eh bien, ce coût marginal. Donc, il revient partout, ce coût marginal. Et évidemment, maintenant, quand on a switché des contrats fixes en contrats variables, c'est quoi le contrat variable? C'est la bourse. Et donc, on est indexé sur, enfin, on est projeté sur le coût de la bourse, c'est-à-dire de cette unité marginale. Là, vous commencez à comprendre peut-être, je m'excuse pour ceux qui connaissent tout ça, bien entendu. Alors, le deuxième élément qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est un merit order. Voilà. Quand on a évidemment un dispatch national centralisé, c'est simple. On prend, vous voyez, les premières unités, les moins chères, coût de marginal, et puis on remplit et on fait fonctionner de plus en plus les unités de plus en plus chères. Voilà. Et ça, il faut comprendre, parce que ça va être un des chevals de bataille de la Commission européenne et des politiques. Donc, on a les heures creuses en rouge, les heures pleines. Et vous avez bien vu que ce qu'on appelle le baseload est rempli par l'hydro, l'éolien, le nucléaire, etc. Une partie du charbon, et ça dépend des endroits. En tout cas, c'est un slide européen. Et qu'est-ce qu'on utilise là au dernier moment pour faire le pointe? Quand il manque d'électricité, on va brûler du gaz, parfois du charbon. Donc, on voit bien que là, c'est ce fameux coût marginal qui se répète. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le slide suivant, c'est-à-dire qu'on va faire un prix de marché qui est là tout en haut et qui s'aligne sur le coût marginal. Quand on combine mérite order et coût marginal, on voit donc que l'éolien a une prime, que le nucléaire a une grosse prime qui s'appelle profit, et on voit bien la distinction entre ces unités de production inframarginales qui profitent d'une rente dont on parle dans la presse actuellement, et des unités marginales qui, elles, dépendent, nous allons voir, du prix du gaz. Et donc, nous voilà avec maintenant trois notions. Qu'est-ce qui reste à couvrir? C'est les fondamentaux du prix de l'électricité. Alors, on a beaucoup travaillé pour essayer de revoir ces fondamentaux. Je crois que ce slide, c'est la première fois que vous le verrez. C'est de quoi est composé aujourd'hui au niveau européen, au niveau de la zone centrale-ouest Europe, en tout cas, le prix de l'électricité au niveau européen. Eh bien, on part du prix du gaz, comme l'a dit Sébastien, puisque cette unité marginale est au gaz. On a une efficacité qui est, même dans les textes réglementaires belges, de 55-56% d'efficacité. Et donc, il vous faut 2 mégawatts de gaz pour faire 1 mégawatt d'électricité. Et donc, vous voyez les prix de 2019 avant le Covid, on était à 18 à peu près de gaz, 18-20, fois 2. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre dans la formule 2x qui vont augmenter. Et puis, évidemment, vous avez l'explosion du prix du gaz, 108, à peu près le coût moyen de cette année, fois 2, 216. Alors, ça, c'est le direct. Après, et c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure, le prix du carbone, avant le Covid, ou un peu avant, ça valait 4, 5 euros, 6 euros. Bon, alors comment est-ce qu'il est basé? Parce que comme on est sur une unité de gaz, on doit évidemment intégrer ce que pollue cette production, évidemment, de gaz. Et donc, on est à des 0,4 tonnes de CO2 émis pour 1 mégawattheure électrique produit par unité gazière. Donc, 0,4 le coût de la tonne. Alors, quand elle est à 0, elle est à 5 euros, on rajoute 1 euro ou 2, peu importe. Attention, aujourd'hui, on est dépassé presque les 100 euros. On arrivera, nous dit-on, à 200 euros en 2030. 40% de 200 euros. 40% de 200 euros, ça fait 40 euros. 40% de 200 euros, vous voyez ce que ça fait. Et on rajoute la Z, qui est la marge bénéficiaire du producteur. Et donc, vous voyez ici que sur ce coût marginal, qui est un concept économique, quand le prix du gaz explose directement, le coût de l'électricité explose indépendamment des fondamentaux sous-jacents
qui composent le CAPEX ou l'OPEX des unités inframarginales et qui vont, comme je l'ai dit, bénéficier de cette rente de situation. Alors, ça suivant, la Commission, maintenant, vient déposer le 14 septembre 2022 un projet de règlement, donc directement applicable, hein, dont l'implémentation se fera par les États membres pour lutter contre les prix élevés de l'énergie. Elle se fait en 3 axes. Je vous résume, c'est un document de 40 pages, très compliqué à lire, mais j'essaie de vous résumer ce qui se passe. Le premier axe, c'est mettre un plafond, un prix max, en fait. Et je vous expliquais, on va mettre un prix max sur certaines unités de production et un prix max qui va s'appeler Market Revenue Cap. Je vais vous expliquer. Ensuite, on va mettre une cotisation de solidarité. Je traduis moins politiquement correct, un impôt sur les surprofits. Et puis, le troisième axe, c'est la réduction de la demande lors des pics. Ah oui, vous avez bien compris, c'est logique. Si on diminue le pic, on diminue l'unité marginale, on diminue la demande en gaz et donc on diminue le prix de l'électricité. Tout est lié, d'accord? Alors, reprenons le premier point. Et je m'excuse, ceux qui veulent en savoir plus, il faut aller voir ce règlement. Et on a essayé de faire un petit schéma rapidement pour vous expliquer. Alors, la Commission européenne se base sur des unités, parce que c'est celles-là qui vont être avec un prix max des unités inframarginales, c'est-à-dire qui ne dépendent pas du prix du gaz. Quelles sont-elles? Elle les énumère: solaire, éolien, hydro, nucléaire, lignite, géothermie. Toutes celles-là vont, entre le 1er décembre 2022, si le règlement passe, et le 31 mars 2023, avoir un cap, c'est-à-dire un prix max de 180 €. C'est pour ça qu'on vous a mis cette barre rouge qui vous montre le prix max. Donc, on va faire descendre ces 385 à 180, mais je vous dis uniquement pour les unités inframarginales, parce que ce dispositif ne s'applique évidemment pas aux centrales à gaz ou à charbon qui sont liées éventuellement au prix marginal, c'est-à-dire surtout le gaz, qui, elles, dépendront de 2X plus Y plus Z. D'accord? Ça restera dessus. La Commission européenne s'est basée, c'est ça qui est intéressant, sur un LCE, c'est-à-dire un Levelized Cost of Energy, c'est-à-dire sur l'ensemble du projet, à 150 € par mégawattheure. C'est-à-dire que toutes les technologies qui sont rentables à 150 € du mégawattheure, dont je vous ai parlé, je répète encore la liste, solaire, éolien, hydro, nucléaire, lignite et géothermie, sont considérées comme rentables. Voilà. Et donc, nous avons maintenant un mot d'explication sur ce qu'on appelle le Market Revenue Cap. C'est market parce que ce n'est pas le Total Generation Revenue, parce que ça peut aussi, ce prix de marché peut aussi être implémenté ou additionné par des certificats verts, donc on n'y touche pas. Donc on ne touche pas au marché des certificats verts ou des primes. Donc c'est juste ce coût revendu ou vendu à soit une bourse d'énergie, soit sur des contrats. Et donc ici, on voit tout de suite le lien avec les CPPA ou les contrats d'énergie qui vont indirectement être capés à 180 € pour autant qu'ils soient dans ces 6 filières dont je vous ai énoncé les éléments. Alors, le surplus va être redistribué alors, aux électro-intensifs, aux final electricity consumers, à la décarbonation, etc. Premier axe. Deuxième axe, cette cotisation de solidarité, bon, qui ne va pas trop concerner, on en parlait, juste les producteurs de gaz, pétrole et de charbon. Donc, c'est vraiment une taxe sur la production. Elle sera d'un taux de taxation de 33% sur les augmentations de bénéfices de 20% au cours par rapport aux 3 dernières années, en commençant à partir du 1er janvier 2022. Bon, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'applications de ce dispositif en Belgique parce qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs de gaz, encore moins de pétrole. Mais donc, nous verrons. Et de nouveau, vous voyez dans l'encadré, ceci servira à supporter, c'est intéressant, les Energy Intensive Industries. Et là, je parle à donc mes auditeurs, puisque c'est ceux-là qui vont recevoir normalement les retours de cette cotisation, de cet impôt, en fait, de 33% sur les surprofits. Troisième axe, ce qui est très intéressant, et Gaëtan en reparlera, voilà, c'est évidemment le demand side. Vous avez compris, je vous l'ai dit, si on diminue la demande et le pic, on diminue l'appel de gaz, on diminue donc
la demande, on diminue et le taux, le prix, le coût marginal, et donc ça va diminuer le coût de l'électricité. C'est mécanique, c'est logique. De quoi parle-t-on? On parle d'une réduction de 5% de la consommation durant les 10% des heures les plus chères. La Commission estime que ce sera 3 à 4 heures par jour de réduction, et ça aura un effet très important sur, je dirais, la pression sur les prix ou la volatilité des prix de l'électricité. Alors, slide suivant. Donc, vous avez compris que ces éléments de prix, ces fondamentaux et ces nouvelles mesures européennes vont avoir un impact sur toutes ces stratégies de signature des contrats d'électricité, puisque on voit qu'il va y avoir un cap vraisemblablement pour les unités inframarginales, je répète, et qu'elles seront en vigueur normalement à partir du 1er décembre, c'est-à-dire dans très peu de temps, jusqu'au 31 mars, j'ai l'impression quand même que cette mesure continuera éventuellement, même si aujourd'hui ce n'est capé sur 4 mois de prix. Alors, l'idée, c'est de lutter par un Power Purchase Agreement, un Corporate PPA, sur évidemment cette volatilité des prix, puisqu'on va aplatir évidemment cette courbe de prix, on va sortir de l'algorithme de prix le prix du gaz, vous avez bien compris, et ici c'est un bel exemple, et on va revenir vers des fondamentaux de financement, de cofinancement ou d'achat avec du financement à travers des éoliennes, etc., ou des contrats avec des producteurs qui sont basés sur du CAPEX et de l'OPEX sur 10, 15 ans. Alors, le PPA, évidemment, a aussi des risques puisqu'on s'engage pour plusieurs années, des risques pour l'acheteur, des risques volume, des risques de crédit pour le vendeur, parce que, bon, est-ce que cette entreprise va survivre dans les 5, 10, 15 ans à venir? Donc, on voit bien qu'il va falloir bien étudier cette synergie entre les consommateurs, les producteurs, avec peut-être une intermédiation des fournisseurs qui peuvent aussi jouer leur rôle, on l'a bien compris. Voilà. Sébastien. Alors, un mot peut-être encore sur le CBAM, c'est-à-dire ce fameux Carbon Border Adjustment Mechanism qui est en projet. Il faut savoir que le 14 juillet 22, l'Union européenne a fait un projet de construire un espèce de mur carbone autour de l'Europe, où les importateurs vont devoir acheter des certificats qui correspondent au prix du carbone. Et donc, évidemment, quand on investit dans le renouvelable, on se met dans les superpositions pour exporter notre énergie, puisque je suppose que nos concurrents feront la même chose en Asie et ailleurs, et qu'on va se protéger de ces produits importés qui sont très carbonés. Et donc, ça, et la Commission européenne nous dit que c'est tout à fait conforme à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Voilà pour les points sur le carbone. Quel levier? Je pense que je repasse la parole à Sébastien. Ok, merci Guy. Mais donc, quel levier pour les entreprises? Donc, comment réduire la facture d'énergie? Donc, on veut d'abord voir ce que c'est une facture d'énergie. En fait, ça correspond à combien on consomme, quand on le consomme et comment on le consomme. Et donc, on verra que sur base de cette décomposition, on va mettre en évidence des leviers pour réduire la facture d'énergie, que ce soit au travers de la consommation, donc en ayant une meilleure efficacité énergétique, ou en ayant plus de renouvelables pour sortir donc, de cette dépendance au marché du gaz. Donc, les actions à entreprendre, c'est d'une part tout ce qui est audit énergétique. Comme je le disais, en deuxième lieu, sortir le plus possible du coût de l'électricité. Et enfin, il y a la préparation aux futurs accords de branche en cours. Donc, le point a été adopté par le gouvernement wallon le 22 septembre en 2022, donc assez récemment. Ce qu'on va vous présenter, plus précisément ce que Gaëtan va vous présenter, ça se base sur les activités qu'on mène avec la collaboration du bureau Janson. Donc, de quelle manière réduire la facture d'énergie? Mais ça passe notamment par la réalisation d'un audit énergétique, par le lancement d'appels d'offres pour l'achat d'électricité et de gaz. Ça passe également par la négociation de corporate PPA. Ça passe également par l'assistance à la mise en place de communautés d'énergie et également, évidemment, à la mise en place d'une stratégie ESG.
Donc, 2 leviers, réduire la consommation, investir dans le renouvelable. Gaëtan, je propose que tu commences par réduire les consommations d'énergie. Par où on commence? On va déjà essayer de commencer par savoir comment on consomme et où on consomme. Donc, si tu passes au slide suivant. Ici, je vais vous parler finalement de la norme ISO 50001, mais aussi de la maturité finalement de la gestion énergétique au sein d'une organisation. Nos collègues flamands, ils aiment bien utiliser le terme meten is weten. Et le grand problème, c'est que quand on rencontre la plupart de nos clients, le meten, il n'existe pas souvent. Donc ici, la plupart de la suite des prochains slides est basée sur la logique de l'ISO 50001 qui va vous permettre finalement de mesurer d'abord où vous consommez et en fonction de ça, de définir des priorités, des plans d'action à court, moyen et long terme pour permettre d'avoir le plus d'impact possible et déjà des impacts souvent directement. On va, dans la suite de la proposition, je vais prendre l'exemple plutôt bâtiment. Maintenant, exactement la même chose est possible au niveau industriel. Dans tous les cas, il y a de l'automatisme. Dans tous les cas, il y a des possibilités de flexibilité. Il y a même plus d'impact et de possibilités au niveau industriel. La seule différence, c'est qu'au niveau de la gestion du risque process, il faut faire beaucoup plus attention, ça doit être beaucoup plus concerté. Mais sur les fondements techniques qui sont derrière, exactement les mêmes choses sont possibles. Donc, la première chose, il faut mesurer. Grâce à ça, on va vouloir mettre en place finalement un vrai service de planification de l'efficacité énergétique. On va former du personnel, on va auditer, on va mettre le doigt sur les problèmes. On va mettre en œuvre des mesures préventives, des mesures correctives, changer des modes de fonctionnement également, casser l'inefficacité, savoir qui est responsable de quelle tâche, etc. Tout ça permet d'améliorer le rendement finalement de l'ensemble des systèmes derrière et de les évaluer grâce à du système de comptage qui doit exister. Donc, c'est là qu'on va aller sur la partie plus maturité, si tu veux changer de slide. Donc, la plupart du temps, quand on a des problèmes dans une organisation qui a un patrimoine d'une certaine taille à avancer, à avoir de l'impact auprès des clients, c'est quand la structure même de gestion de l'énergie au sein du client n'est pas mature, dans le sens où on va avoir un client qui est conscient qu'il a des factures, qui les voit augmenter, qui voit bien qu'une partie vient du gaz, etc. Mais on n'a pas de personnel chargé de planifier, de coordonner les actions à la fois d'un département projet, d'un département exploitation, etc., pour fusionner les compétences des différentes personnes en interne ou aller chercher des compétences en externe. Et donc, si on voit ici toute la partie analyse de maturité de la gestion énergétique d'un bâtiment, on a une toile d'araignée qui montre est-ce qu'on a déjà une politique énergétique au sein? Donc, est-ce qu'on a planifié? Est-ce qu'on a cherché à se rendre indépendant avec des énergies renouvelables, etc. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est chargé de suivre l'efficacité énergétique au day-to-day des installations? Est-ce qu'on a quelqu'un qui est chargé des achats d'énergie qui se concerte avec la personne qui gère la partie énergétique? Est-ce qu'on a cette volonté annuellement, trimestriellement, d'avoir des réunions ensemble pour dire, tiens, on évalue la stratégie qu'on a mise en place? Tout ça, c'est ce qui va faire que on va avoir, via des procédures énergétiques, via des relais au sein de l'organisation, au niveau des employés ou des consultants, via une planification de l'énergie, via une réorganisation parfois d'une entreprise, on va avoir un impact sur du long terme et de l'impact très important. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est déjà voir comment le client est organisé quand on va travailler avec lui. Après, on va aller regarder son patrimoine. Ici, je vais prendre, donc là, c'est l'exemple d'un bâtiment où on a des consommations et où c'est déjà bien, on a une compta énergétique, on sait faire une signature énergétique, on a une vue mensuelle de ces consommations et ça nous permet de voir si le bâtiment consomme bien ou pas. Sur ce genre de choses-là, vous verrez après une success story où, sur un bâtiment rénové, parce qu'il n'y a pas eu justement cet accompagnement énergétique, le commissioning d'un bâtiment, on fait 60% d'économie d'énergie. Et donc ça, en tournant des boutons. Donc, pas forcément d'investissement. Donc, il faut vraiment analyser chacun, mais on va trier des priorités en fonction des dépenses énergétiques. Une fois qu'on connaît bien les consommations, qu'on sait où elles sont faites, c'est là qu'on va pouvoir proposer du plan d'action. Dans le cas du bâtiment ici, on va travailler sur l'enveloppe, on va travailler sur les systèmes techniques qu'il y a à l'intérieur, que ce soit le confort via l'HVAC, que ce soit via de l'éclairage ou diverses autres choses qui peuvent derrière. On va toujours définir à court terme des éléments qui permettent d'avoir des économies rapides. À moyen terme, planifier une rénovation un peu plus maligne, mais en pensant tous les systèmes en même temps, c'est important. Par exemple, quand vous avez un besoin de chaud et de froid simultané, et qu'on me demande de rénover maintenant rien qu'une machine de froid ou bien rien qu'une chaufferie, je dis non, si je rénove la chaufferie ou si je rénove la machine de froid, quel âge a l'autre technique?
Parce qu'il y a des technologies comme les pompes à chaleur 4 tubes qui permettent de faire du chaud et du froid en même temps en récupérant de la chaleur fatale ou du froid fatal. Et donc, ça sont des technologies très efficaces pour une rénovation quand on a un bâtiment dont l'enveloppe est déjà performante, mais où les systèmes ont été pensés au gaz. Et ça permet de décarboner en une fois et rapidement, en moins d'1 an, les travaux sont faits, plus de 50% de l'énergie. On le verra sur une autre success story. Et ce qui est important, c'est pour ça qu'à droite, attends, tu passes trop vite. Pardon. C'est pour ça qu'à droite, vous voyez la partie IPMVP. Sur ce genre de modèle, de plus en plus, nous faisons des contrats de performance énergétique avec le bureau d'études qui va suivre pendant toute la durée, y compris l'exploitation, et derrière, l'exploitant technique qui va effectuer les travaux et qui va garantir les économies, voire venir comme tiers investisseur. Donc, tous les projets que nous faisons sont des projets qui ont une rentabilité et pour lesquels, si le client ne veut pas dans son core business faire rentrer, ou parce que c'est le locataire qui a l'économie, par exemple, eh bien, on a la possibilité de faire rentrer via des montages extérieurs juridiques, économiques qu'on monte avec Guy, Sébastien, etc., en OPEX. Et donc, on crée un service énergétique qui va facturer finalement l'amortissement du CAPEX sur une certaine durée, tant qu'on a une rentabilité et que ça permet de diminuer le taux de charge. Qui dit diminuer le taux de charge dit pouvoir maintenir un loyer élevé dans des contextes économiques compliqués comme on a maintenant. Voilà, mais c'est à peu près la même chose, c'est maintenir une compétitivité si on est sur une usine, si on arrive à maintenir des coûts énergétiques sous contrôle, voilà, pour éviter de devoir fermer une usine et arrêter son core business. Donc, ici, finalement, ce type de montage de tiers investisseur, c'est ce qu'on va montrer ici à droite. Je pense que tu peux montrer directement la totalité du truc. In fine, nous, on joue le rôle de l'expert dans ce genre de choses. L'expert, parfois, à la demande du propriétaire, est en beau team avec la société de services énergétiques. Donc là, généralement, c'est l'exploitant technique d'un bâtiment, un entrepreneur qui fera la maintenance également derrière et la conduite des bâtiments, avec le tiers investisseur. Donc, très souvent, si on crée une société de projet, c'est le tiers investisseur qui va financer la totalité, qui aura pour sous-traitant finalement la société de services énergétiques et l'expert, nous, niveau PMVP, on va, suivre l'exploitation pour garantir que les installations vont vivre de manière pérenne, mais aussi valider les économies d'énergie grâce au protocole IPMVP qui était cité en page précédente. Et donc ça permet que les actions de performance énergétique génèrent un gain de confort et une économie pour l'occupant et sauvegardent du coup le montant des loyers pour le propriétaire. Okay. Donc, dans cet exemple-ci, ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, il y a plusieurs montages possibles. Ici, je parle de la création d'une société de projet. C'est évidemment quelque chose qu'on ne va faire que si on a une certaine taille de projet. En dessous, je dirais, de 2 millions d'euros, ça ne vaut pas la peine. Mais à ce moment-là, il y a d'autres possibilités. Donc, il y a des produits financiers de style factoring qui permettent que ce soit l'ESCO, soit en même temps le tiers investisseur directement. Donc, la société de services énergétiques cède la dette qu'elle fait, et donc elle ne l'émet pas dans ses comptes, à une banque qui elle-même va prendre un fee dessus, un financement, qui fait que c'est déconsolidant à la fois pour le propriétaire qui ne veut pas ça dans ses comptes, à la fois pour la société de services énergétiques. Donc, il y a toute une série de produits financiers comme ça qui ont été conçus. On a participé à la création de certains d'entre eux pour les plus petits projets pour lesquels on a une rentabilité très rapide, je dirais des projets entre 200 000 et même 5 millions d'euros, et pour lesquels une décision peut être obtenue en 3 mois pour lancer le projet. Donc, le but est d'avoir vraiment un fonctionnement fluide. Et c'est là qu'on arrive vraiment comme conseil à dire, ben voilà, dans ton cas, sur ce projet-là que tu as, c'est ça, le bon montage derrière. Donc, forcément, toute la contractualisation, etc., on est assisté par Guy dans les réflexions contractuelles pour notamment bien penser les formules d'indexation, ce genre de choses-là. Quand je parlais d'une success story assez impressionnante, ici, vous êtes sur le siège social de Nestlé à Anderlecht, en face des abattoirs d'Anderlecht. Vous voyez la ligne rouge en bas au niveau de la signature énergétique. Je vais me permettre d'expliquer ce qu'est la signature énergétique pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, ne sachant pas qui est présent. Vous avez finalement en abscisse les degrés jour qui représentent la rigueur climatique. Plus il y a de degrés jour, plus en résumé il fait froid dehors et donc on a besoin de chauffage. Vous avez un ordonné, les kilowattheures qui sont consommés. On va ici prendre des points qui représentent le couple entre les degrés jour d'un mois et la consommation de gaz de ce bâtiment. Et on va se rendre compte que la ligne rouge, 2017, la consommation du bâtiment, quand on n'avait pas besoin de chauffage, était de 100 000 kWh de gaz. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait un groupe de ventilation qui tournait 24 heures sur 24, des chaudières qui tournaient 24 heures sur 24, un taux d'humidification où on mettait 70% d'humidité relative dans le bâtiment, etc. Et donc, toute une série de choses qui étaient
des mauvaises livraisons de l'immeuble qui venait d'être rénové. Et donc, on a identifié ça lors d'un audit énergétique grande entreprise pour Nestlé. On leur a dit, attendez, ici, on va tourner les boutons, on va faire des économies colossales. Et donc, à leur demande, on a pris le risque, et on le fait maintenant très souvent chez d'autres clients, de dire, OK, vous ne nous payez que si on a des résultats, parce que c'était tellement énorme le gap qu'ils ne nous croyaient pas qu'on allait faire ces économies. Donc, on a dit, OK, ce risque-là, c'est nous qui le prenons. On va payer le programmeur, on va faire changer la régulation, on va modifier les paramètres, on va convenir des conditions d'ambiance qui doivent être celles qui sont conformes au Code du bien-être au travail. Et pendant 2 mois, on a été modifier toute une série de paramètres, des modes de régulation, des débits par-ci, des taux d'humidification par-là, etc. On a été vraiment faire, par exemple, des thermographies dans les étages parce qu'il y avait des endroits où il y avait de l'inconfort quand on baissait qui n'était pas justifié, qui étaient des vannes qui ne fonctionnaient plus alors qu'elles étaient neuves, etc., etc., ou des choses mal câblées. Ce commissioning a permis de faire 60% d'économie en combustible et 45% en électricité. On parle en tarif donc de 2019, en plein Covid, de 100 000 € d'économie. Ce qui veut dire que maintenant, ça vaut 250 000 €. C'est ça qui est très important. Et pourtant, là, on est vraiment sur une chose où, effectivement, on a d'abord été audité, on a su, on a meten ce qu'on avait, où on consommait, comment on consommait, on a vu que des paramètres ne fonctionnaient pas. Sur base de ça, on a proposé un plan d'action, qui était étalé sur 3 ans. Et donc, l'étape suivante était de modifier de l'hydraulique sur une bouteille casse-pression qui était mal pensée, où le débit était mal géré, pour que les chaudières puissent condenser. Mais donc, à court terme, on a fait des réglages, on a fait des économies colossales. À moyen terme, on devait faire des petites modifications qui nécessitaient des travaux, mais ça refait des économies où c'était rentable en moins de 7 ans. Et puis, maintenant, en réalité, ce qui était rentable en moins de 10 ans est rentable en 4 ans. Donc, ils nous ont demandé encore une étape supplémentaire et on forme le personnel interne à toute une série de gestes du quotidien pour aller encore plus loin et demander de baisser la température ambiante pour aller encore plus loin. Donc, il y a vraiment comme ça des clients qui, grâce à un accompagnement dans le temps, ont compris, ont mûri et au fur et à mesure proposent eux-mêmes, tiens, qu'est-ce que je peux faire encore de plus? Et alors, on propose. Voilà. La difficulté pour eux, c'est par exemple qu'en production sur site de renouvelables, qui est un peu l'étape suivante, ils ont très peu de potentiel parce que la toiture était mal conçue. Donc, on parlera après de la possibilité finalement d'acheter du renouvelable off-site. Et là, on parlera des CPPE et des achats d'énergie verte via les utilities. Un autre exemple où là, par contre, on est sur une phase de travaux. Ça, c'est un bâtiment qui a été acheté par un fonds qui se nomme Fidencia, qui est un fonds actif dans la revalorisation de patrimoine, on va dire, qui a une vingtaine d'années, pour les rendre plus verts, avec plus d'impact directement, et grâce à ça, pouvoir attirer plus facilement des locataires. Ce bâtiment, Plénon, c'est un bâtiment qui a une vingtaine d'années. Oui, les slides sont toujours partagés en fin de réunion, donc vous aurez pour répondre aux commentaires. Donc, le bâtiment Plénon, c'est un bâtiment que le client voulait acheter. Il nous a demandé de visiter. Okay, donc, sur ceux qui sont actifs en immobilier, c'est ce qu'on appelle une technical due diligence. On fait venir des ingénieurs qui, comme nous, ont l'habitude de visiter les bâtiments et globalement, ils nous disent, OK, combien il faut en euros sur les 10 prochaines années pour que je puisse continuer à louer mon immeuble de cette manière-là. Sauf que Fidencia est un fonds actif au niveau environnemental, ce n'est pas pour rien qu'il travaille avec nous, et il me dit en plus, tiens, dis-moi le montant complémentaire qu'il te faut pour que j'ai un immeuble beaucoup plus vert sur ça, et quelle est l'économie que je vais pouvoir faire dessus. Et donc, on a conçu un bâtiment, on a modifié un bâtiment existant, sans toucher à l'enveloppe qui était déjà performante, déjà isolée, déjà du double vitrage, etc., sans générer une énergie grise en le remettant directement en béton, alors que tous ces éléments-là étaient encore en bon état, en changeant les techniques spéciales uniquement au niveau des productions et toute la régulation, on fait plus de 60% d'économie en combustible et 10% en gaz. Comment? Grâce à justement la technologie de pompe à chaleur 4 tubes dont je parlais tout à l'heure. Et donc, on voit sur la ligne en bas que jusqu'à 150 degrés jour, ce qui correspond à plus ou moins 6 degrés de température extérieure, donc au-delà de 6 degrés de température extérieure, on n'utilise jamais de gaz. Jamais. C'est la pompe à chaleur qui tourne, qui fait à la fois le chaud et le froid dans ce bâtiment. Et donc, hormis les 2 points qui sont en dessous de la ligne bleue, parce que ce graphe, il a un peu vieilli, parce qu'entre-temps, c'est un contrat où on a 12 ans d'exploitation avec la société de maintenance qui est TEM, du groupe Equans. Maintenant, on a même réussi à aller jusqu'à 180 degrés jour. Donc, on a encore optimisé les paramètres de régulation pour améliorer la récupération de chaleur qu'on fait grâce à ces pompes à chaleur 4 tubes. Mais ceux qui, finalement, règlent les installations, que ce soit au niveau des débits, de la régulation, etc., c'est le bureau d'études.
Et donc ça, c'est très intéressant pour nos collègues et surtout pour les clients. On a une partie de nos honoraires qui est conditionnée au résultat aussi sur cette partie ici. Et donc, ça donne de la confiance. Et même chose pour l'exploitant technique. Ils ont confiance dans le bureau d'études, vu que le bureau d'études aussi, il a un malus si ça ne fonctionne pas. Et ça nous a permis de déployer un modèle qui est très efficace et qu'on a pu dupliquer maintenant sur une dizaine d'autres bâtiments depuis 2019. Voilà. Ça, je crois que tu peux passer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé d'un PEB qui était C à un PEB B sur cet immeuble-là et un BREEAM Very Good. Et de nouveau, le client a une maturité énergétique qui est intéressante et donc on est en train de travailler sur d'autres points dans le bâtiment pour l'amener en BREEAM Excellent derrière. Voilà, lui, il est gagnant parce que ses locataires sont sensibilisés et au niveau énergétique, on est gagnant grâce à cette amélioration continue chaque année. Et chaque année, dans leurs comptes annuels, ils publient les documents sur tout leur patrimoine que nous éditons au niveau environnemental. Voilà. L'étape suivante, évidemment, comme au plein 11, là, on a pu mettre du solaire photovoltaïque, pas autant qu'on voudrait, mais voilà, la toiture est ce qu'elle est, les abords sont ce qu'ils sont. Mais par contre, ils réfléchissent aussi, dans leur management, à pouvoir acheter off-site de l'énergie verte. Et là, Sébastien, je te propose de travailler sur ce levier-là de ton côté, de l'expliquer un peu mieux à nos auditeurs. Merci Gaëtan. Mais donc, comme le disait Gaëtan, investir dans le renouvelable, mais c'est ce deuxième levier qu'on voulait vous présenter. Donc, quels sont les objectifs? D'une part, sortir le plus possible du coût de l'électricité, donc de ces fluctuations qu'on a au niveau du marché. L'autre objectif, c'est de réduire son empreinte carbone et évidemment améliorer son scoring ESG. Et ça permet aussi d'augmenter tout ce qui est e-mobility, donc qui sont de plus en plus tendance aujourd'hui pour répondre à la réglementation de plus en plus contraignante par rapport à ça, mais également aux défis climatiques. Donc, de quelle manière investir dans le renouvelable et recourir au renouvelable au niveau de son entreprise? Comme le disait Gaëtan, mais première possibilité, c'est sur site, donc sur sa toiture, on met des panneaux solaires. Si on a un terrain, on voit s'il y a la possibilité donc, de mettre des éoliennes à proximité. S'il n'y a pas de possibilité, donc ni de potentiel en termes de toiture, ni de terrain, parce que les bâtiments tertiaires n'ont pas les mêmes terrains que peuvent avoir des bâtiments industriels, mais il y a également la possibilité de recourir aux renouvelables hors site. Et donc ça se fait via des corporate PPA, donc qui ont déjà été évoqués par Guy en début de présentation. C'est quoi un corporate PPA? C'est un contrat de droit privé d'achat d'électricité liant un producteur indépendant et un consommateur privé. Et donc, il est important de voir qu'il y a des avantages tant pour le consommateur, donc pour l'entreprise qui souhaite développer le renouvelable via des corporate PPA, mais également pour le producteur, donc producteur d'énergie à partir de sources renouvelables. Pour le consommateur, mais ça permet de garantir un prix fixe sur la durée de son contrat et donc ne pas être dépendant aux fluctuations qu'on a au niveau des prix d'électricité actuellement et qu'on aura sans doute encore en 2023 et par ailleurs qu'on restera avec des niveaux élevés. Et pour le producteur d'énergie renouvelable, ça permet de sécuriser son revenu, donc d'avoir un revenu régulier sur une longue période. Pour recourir à des corporate PPA, le message clé qu'on voudrait faire passer, mais c'est vraiment important d'avoir un partenariat win-win avec le fournisseur, donc entre d'une part l'entreprise bénéficiaire du contrat PPA et le fournisseur d'énergie renouvelable. Ce qu'on voulait vous montrer maintenant, c'est quelques chiffres, parce que c'est bien beau de parler, mais ça vaut aussi la peine de montrer, de confronter ce qu'on vient de dire avec quelques exemples. Donc ici, on a pris une entreprise qui est reliée au réseau de distribution, qui a une consommation moyenne d'électricité de 2000 MWh par an. Sur ce graphique, vous voyez l'évolution de sa facture annuelle d'électricité. Donc, elle était à 253 000 € en 2021, elle passe à 622 000 en 2022 et elle arrivera à 896 000 en 2023 pour redescendre ensuite à 582 000 et en 2024 et après de manière assez linéaire autour des 400 000 à partir de 2025 jusqu'en 2030. On a envisagé différents scénarios pour voir de quelle manière, mais d'une part, mettre des panneaux solaires sur son toit ou bien recourir à des contrats PPA permettait de réduire sa facture d'énergie de manière annuelle. Donc, les scénarios qu'on vous propose ici, c'est d'une part une autoproduction panneaux solaires. Donc, ici, il y a un potentiel sur la toiture et on considère environ 40% de la consommation d'électricité qui passe par cette autoproduction en matière de panneaux solaires. Donc, c'est le premier trait, c'est le trait en vert, donc le deuxième en partant du bas. Et on voit qu'en 2023, on arrive à une facture annuelle de l'ordre de 600 000 €
contre les 896 000 actuellement. Deuxième possibilité, on dit, voilà, on va uniquement aller chercher des contrats PPA. Donc, on fait l'hypothèse d'environ 30% de la consommation d'électricité qui passe par les corporate PPA. Et on arrive à une facture annuelle plus ou moins de 700 000 contre 896 000 aujourd'hui. L'autre scénario, mais le scénario idéal, donc c'est mixer l'autoproduction avec 40% de la consommation d'électricité et d'autre part 30% qui passe par des corporate PPA. Et on voit bien qu'avec ces scénarios, de plus, on peut baisser la courbe. Et l'objectif, c'est vraiment de l'aplatir, donc en passant des 896 000 euros à 415 000 euros en 2023. Ce qui est important de considérer, c'est qu'on a pris en compte les coûts de revient au niveau des panneaux solaires. Donc, c'est pris en compte dans la facture qui est exposée ici. Et par rapport au PPA, on a inclus les différentes charges liées à ces contrats. Donc, il n'y a pas d'autres frais, il n'y a pas de mauvaises surprises dans d'autres factures qui arriveraient à côté. On a bien une enveloppe globale et on voit bien que c'est promouvoir le renouvelable sur site, mais également hors site via des contrats corporate PPA, permet clairement de réduire la facture d'électricité annuelle de cette entreprise. Je propose d'en venir à la conclusion. Gaëtan, quels sont les mots à retenir? Il faut déjà activer son son pour pouvoir parler. Non, ce qu'il y a, c'est que les prix d'énergie, ils n'ont jamais été aussi élevés. Par contre, j'ai envie de répondre à Sandrine quand elle dit de son côté qu'investir dans le renouvelable, c'est nécessaire, mais que les PMI n'ont pas accès. Le message, c'est juste l'inverse, en fait, ici. Effectivement, avoir recours à des experts, etc., ça peut coûter cher derrière, mais ça rapporte. Et le principe même des ESCO, si je parlais tout à l'heure de nos cure-no-pay ou d'un montage avec des fonds derrière qui acceptent de financer ça, donc la finance, elle est aussi très abondante pour l'instant. L'épargne est élevée et à peu près tous les fonds cherchent à se relabiliser vert. Donc de l'argent sur le marché, du pognon, vous ne me passerez l'expression, il y en a plein, autant que vous voulez. La seule chose, c'est qu'il faut frapper aux bonnes portes pour pouvoir le faire. Et donc, passer un coup de fil pour dire, tiens, j'ai tel besoin, et quelqu'un vient voir, et grâce à ça, on cherche finalement à monter un projet, c'est assez facile. Donc, du tiers investisseur, que ce soit en solaire, du tiers investisseur sur la modification et le passage en OPEX, finalement. Donc, c'est comme si vous faisiez un emprunt sur une durée, mais qui est rentable, cet emprunt. Il génère une économie, il permet justement de sortir tout ça de vos comptes, de garder votre argent pour ce qui est votre core business et d'utiliser un montage financier avec des gens dont c'est le métier pour pouvoir faire des économies. Donc, le but est vraiment de créer des partenariats win-win sur ces parties-là. Ça a l'air compliqué. Dans la vraie vie, en fonction du type de besoin, on dit ça va très vite. Il y a certains besoins où je dis, OK, il y a un industriel qui cherche à faire de la flexibilité au niveau de sa pointe quart horaire. OK, il y a du stockage batterie qui existe. Je peux vous citer 3 ou 4 sociétés qui sont certainement du cluster Tweed, qui font ça. Mais ça ne fonctionne que quand on est sur le réseau de transport. Il n'y a pas encore de business model, en tout cas, que je connaisse, dont je sois au courant, qui sont rentables derrière le compteur. Sur du tiers investisseur solaire, c'est très facile. Le seul risque, c'est le risque qui serait lié à de la stabilité et compagnie. Mais ça, la plupart des opérateurs le prennent en charge à partir du moment où il y a une lettre d'intention qui dit que vous allez contracter avec eux sur un certain temps. Accessoirement, je vois Grégory qui partage les chèques d'entreprise. Effectivement, toutes les études de faisabilité pour la partie économique peuvent passer via des chèques d'entreprise et donc sont subsidiées à, de mémoire, 75%. Grégory, tu me corriges dans le chat si je me trompe sur les chiffres. Mais donc, on a fait dernièrement pour une société justement qui avait très peu de moyens, pour 7 500 €, on lui a étudié un réseau de chaleur sur un village complet en préfaisabilité. Dans la vraie vie, il n'a payé que 1 500 €. Mais c'est vrai que 7 500 € semblait être un gros budget. Mais il y avait un gros travail derrière. Et donc, en réalité, le but, c'est vraiment de faire des gains rapides. Quand on voit, nous, dans une phase d'audit, il ne faut pas oublier que les audits aussi sont subsidiés par la région Wallonne et par Bruxelles Environnement, région de Bruxelles-Capitale. Donc, toute la partie, finalement, audit coûte relativement peu cher. Au moins, elle vous permet de voir où vous allez. Les solutions derrière, ce qu'il faut, c'est être innovant dans les modèles financiers. Mais vu le prix des énergies, je vais un peu répéter ce que me dit toujours Guy, tout est rentable. Et c'est vrai. À 450 € du mégawattheure de gaz, une économie, elle est très, très vite faite sur à peu près n'importe quoi. Voilà. Donc, sur cette partie-là, il ne faut vraiment pas hésiter, que ce soit en contactant Tweed, en contactant nos services, n'importe quel auditeur qui est agréé à mur ou REBA en fonction du type de clientèle, il y a des montages faciles. Voilà. Et donc, effectivement, j'avais raison, c'est 75%.
Et il y a seulement 25% préfinancés par le client au niveau des chèques entreprises. Et la plupart du temps, donc pour répondre à combien d'améliorations proposées par les audits sont suivies, justement, le modèle que nous, on propose, on refuse de faire des audits et des études maintenant si on ne fait pas le plan d'action derrière. Donc ça, c'est vraiment un choix de positionnement. On a beaucoup de clients qui y adhèrent de plus en plus sur cette partie-là. Ça nous permet d'avoir une très forte croissance parce que, comme on est là pour faire du contrôle de maintenance par la suite chez ces clients-là, on suit en même temps la feuille de route qui a été discutée avec lui, qu'on discute avec le propriétaire, qu'on discute avec le gérant de l'immeuble ou le syndic, etc. Voilà. Mais c'est une position où on a dû expliquer, faire beaucoup de pédagogie pour atteindre ce niveau de maturité dans la compréhension du besoin du client et dans le fait de connaître les business models qui vont fonctionner par rapport à son mode de fonctionnement. Voilà. Okay. Je me permettrais juste de rajouter qu'une gestion proactive en matière de stratégie énergétique est vraiment devenue indispensable et que s'il y a quelques années, on pouvait laisser l'énergie mais comme quelque chose de constant où il y avait qu'à payer, pour réduire la facture d'énergie, il faut vraiment être actif sur le marché et donc aller réduire sa consommation et promouvoir le renouvelable sur site ou hors site. Et pour répondre juste à Perrine concernant la sobriété énergétique, oui, évidemment. Donc, si vous regardez, on est par exemple membre d'un consortium qui dépose un projet Slow Heat que vous avez peut-être vu passer dans l'école, à Libre, etc. On fait toute une série d'études avec le département de Sébastien, mais avec les ingénieurs qui sont axés dans la maintenance. Donc, on a vraiment une spécificité dans notre bureau qui nous rend un peu, je veux dire, extraterrestre dans le monde des bureaux d'études. C'est qu'on a 25 personnes qui travaillent dans la maintenance technique. Alors, pas le fait de faire la maintenance, mais dans le contrôle de la maintenance technique. Et donc, on va faire les réglages de variateurs nous-mêmes, on va programmer les GTC nous-mêmes avec la société de maintenance, mais c'est nous qui allons donner les consignes. Et donc, oui, là, pendant le webinaire au début, j'ai mis le président de l'Union professionnelle des syndicats immobiliers en contact avec Cédric, justement pour leur proposer des plans d'action de performance énergétique simples, des mesures de baisser le chauffage, de régler la ventilation, etc. Donc, toutes des choses très faciles à faire ou de mettre des petites horloges derrière les machines à café pour éviter qu'elles consomment pendant la nuit. Et on a fait des exercices très simples, très ludiques, qui disent, voilà, ça fait autant de kilowattheures par tel équipement. Et donc, ça, c'est purement de la sobriété énergétique. On va dans des shopping centers ralentir la vitesse des translators ou des escalators parce que, comme la consommation énergétique, elle évolue pour une pompe, par exemple, au triple du débit, c'est pas grave si je vais 2 km/h moins vite sur mon escalator, mais ça a un impact énergétique très important pendant de longues heures. Donc, ça fait une baseload qui diminue aussi. Voilà, donc oui, on travaille beaucoup sur la partie sobriété énergétique. Voilà. Pour des plus petits acteurs, quand c'est plus compliqué, on organise des formations, des webinaires, on donne des solutions, on partage sans problème des PowerPoint avec des solutions clés. Et quand on est sur des problématiques qui valent la peine qu'un ingénieur se penche dessus, là, on s'arrange pour que ce soit finançable par la personne qui a besoin d'aide. Voilà. Merci Gaëtan, merci Sébastien, merci Guy. Je pense que c'était très complet et je pense que c'était important de pouvoir repréciser la bonne compréhension du marché, des contrats et des solutions. On a pris une dizaine de minutes de retard, mais les sujets sont tellement importants que j'espère que vous nous en excuserez. On a toute une série de technologies qui peuvent apporter finalement une solution de énergie as a service et on a le groupe Cordel avec la partie C-Énergie qui s'occupe de cette partie-là maintenant en présentation et on aura ensuite dans les 5 dernières minutes la présentation justement d'un des modes de financement possibles avec le programme Wall Energy. Donc d'abord Edouard et Thomas, je vous invite à partager votre écran. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Si tout se passe bien, vous voyez mon écran maintenant? Oui, mais le full. Hop. Parfait. Là, on est bon? Ok, génial. Attendez, je dois juste encore faire une petite modification ici de mon côté. Hop. Parfait. Oui, bonjour à tout le monde. Un tout grand merci à Sébastien, Guy et Gaëtan. Effectivement, c'était une présentation très intéressante qui a montré vraiment la solution de A à Z et comment est-ce qu'on peut réduire l'impact de cette hausse de prix. J'aimerais bien continuer sur cette belle lancée en
en commençant par dire un petit mot sur qui nous sommes et d'où nous venons. Donc, c'est Innovation, c'est un regroupement de plusieurs entreprises venant du groupe Cordel, un grand groupe de construction, qui maintenant se focalise sur comment réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Dans ce regroupement d'entreprises, on va en parlant de deux en spécifique, Sea Energy et Seascan, en commençant par Seascan. En plus de détails, c'est de savoir comment on peut, comment savoir mesurer et savoir se gérer, et comment rapidement digitaliser la consommation dans un portefeuille de bâtiments. Là, tantôt, nous avons parlé de la solution intégrale, de l'audit énergétique. Met het meten is weten verhaal. C'est effectivement aussi notre mission dans Seascan, c'est justement ça, le meten is weten. Comment est-ce qu'on arrive dans des bâtiments existants, comment est-ce qu'on arrive à digitaliser la consommation et l'environnement, donc le bien-être des personnes qui y habitent. Actuellement, il y a plusieurs défis pour faire ceci dans des bâtiments existants. Dans les nouveaux bâtiments, c'est beaucoup plus simple car on peut prévoir et c'est maintenant relativement standard. Mais certainement en Belgique, on a un énorme patrimoine de bâtiments qui sont relativement anciens, où souvent les gens ne savent pas forcément, les propriétaires ou les gestionnaires ne savent pas forcément l'inventaire qu'ils ont des compteurs existants. Ok, on sait qu'il y a un compteur de gaz et un compteur d'eau, mais où est-ce qu'ils sont, quel est le code AN, où est-ce qu'ils se trouvent dans la cave numéro 1 ou 2. On a déjà souvent eu des cas qu'en fait il y a 3 compteurs, mais les gens ne sont pas forcément au courant. Déjà, la première étape, c'est de faire cet inventaire. Deuxièmement, une fois qu'on sait quels compteurs qui sont en place, c'est encore une fois de savoir quelle est la taille du compteur, parce que finalement, quel est l'objectif. On veut savoir qu'est-ce que ça consomme du jour au jour, on veut savoir ça H24 pour finalement savoir où se trouvent mes pertes. Mais si on a une grande diversité de compteurs, c'est de plus en plus dur d'aller digitaliser, d'aller placer un capteur là-dessus. Troisièmement, la connectivité au sein du bâtiment. Les bâtiments sont souvent très grands, certainement si on parle pour des plus grands complexes. Pour des plus petites PME, c'est plus facile, ce problème se pose un peu moins. Mais c'est à savoir, est-ce qu'il y a du signal Wi-Fi, oui ou non? Est-ce qu'il y a un signal 2G, 3G, là où se trouve le compteur, pour qu'on puisse finalement relier ces données récoltées vers la plateforme où ensuite on peut aller faire les analyses. Une fois que nous savons la situation actuelle dans le bâtiment et des compteurs, il s'agit maintenant de faire cette installation. Et là, on voit, ceci, bien sûr, ça a un coût pour tout le monde. On en a déjà parlé souvent durant certainement dans les commentaires. On voit que la situation actuelle, la rentabilité des PME et des entreprises de manière générale, la marge devient de plus en plus petite. Donc, le coût d'installation pour ce genre de capteur et pour ce genre de projet doit être relativement faible, ou du moins le business plan doit être intéressant. Ce projet, le CAPEX, l'investissement pour ce projet, il y a d'un côté les capteurs mêmes, deuxième côté, c'est le temps d'installation. Les capteurs que nous développons, c'est des capteurs, comme je le dis, nous développons de A à Z nous-mêmes. Et nous tenons en compte le temps d'installation et on essaie de le réduire au maximum. D'un côté, on réduit le coût total du projet en réduisant le temps d'installation, mais aussi en réduisant le coût de nos capteurs, car on a la main sur toute la chaîne de valeur. Une fois ces capteurs installés, ensuite, on sait les relier vers notre plateforme pour ensuite pouvoir faire la visualisation de ces données et certainement aussi l'analyse. Mais on sait plus ou moins maintenant le contexte de la digitalisation et pourquoi le faire, avec quel objectif et comment le faire.
généralement, hein, certainement jusqu'à un an, jusqu'avant la grande hausse des prix, les gens ne se préoccupaient pas forcément des factures, de la consommation de gaz, d'électricité et eau. Donc, le jour d'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment est-ce que le chauffage, est-ce qu'il chauffe excessivement par rapport à l'usage de votre bâtiment, quelle est la température après 18 heures, une fois que les clients sont partis et que les collègues sont aussi partis des bureaux. Comment est-ce que la température fluctue entre 18 heures et 8 heures du matin. Finalement, un bâtiment est occupé peut-être 10-12 heures par jour, mais ça veut dire qu'il y a aussi un grand temps où il n'est pas occupé. Savoir quelle est la consommation de son bâtiment durant ces heures-là, c'est un premier pas pour pouvoir agir sur la facture finale. Idem pour ce qui est la production et la consommation d'électricité. Il y a quand même déjà une grande portion des bâtiments le jour d'aujourd'hui qui contient déjà des panneaux solaires. On va en revenir plus tard aussi avec la partie de Thomas. Mais quand et à quel moment est-ce qu'on est en train de produire l'énergie? Ça, souvent, on le sait déjà parce que durant l'installation, on sait potentiellement déjà mesurer. Mais est-ce que la consommation et la production d'énergie, est-ce qu'il y a moyen de l'optimaliser? À nouveau, façon de savoir, c'est en le mesurant. Ici, on a de nouveau une solution assez efficace en coût aussi pour aller rendre autant la consommation que la production d'énergie digitale pour qu'on puisse ensuite agir sur ces données pour aller voir, OK, peut-être que si j'attends 30 minutes ou peut-être une petite heure pour enclencher ma pompe à chaleur, bah alors j'arrive à récolter l'énergie de mes panneaux solaires que normalement j'allais injecter dans le réseau. Et le troisième pilier, c'est tout ce qui est consommation d'eau. Il y a à peine 6 semaines, peut-être 2 mois, on parlait quand même de sécheresse, difficile à s'imaginer maintenant avec toute la pluie qu'on a. Mais il y a énormément de fuites d'eau. En Flandre, il y a 30% de toute l'eau potable qui part à cause des fuites, des grandes fuites, hein, de watergroep ou autres, mais aussi dans les maisons mêmes. Détecter ces fuites, c'est quelque chose inhéremment très, très difficile, car les compteurs, ils ne récoltent pas ces informations de manière centralisée. Centralisant toutes ces informations, on peut les analyser pour ensuite aller voir, lorsqu'il y a à nouveau pas d'occupation dans un bâtiment, quelle est la consommation. Et une fois qu'on a quantifié les pertes, on sait de nouveau faire ce business plan pour savoir est-ce que c'est rentable, à quel point c'est rentable pour aller faire des travaux. Ici, on voit un cas concret. Au début, on parlait de la différence des différents compteurs qu'on peut avoir dans une maison. Si c'est un cas concret de gaz, eau et électricité, où on a été digitalisé la consommation. Le cas concret, c'était un parc ou un portefeuille plutôt de bâtiments. Et le propriétaire veut savoir, OK, où est-ce que je dois commencer à faire mes travaux d'isolation. Premier pas, c'est de savoir où est-ce qu'il y a mes plus grandes pertes. C'est exactement ce que nous avons fait ici. Et donc, c'est des compteurs existants. Dans certains cas, il faut changer le compteur. Et dans ce cas-ci, on n'a pas forcément dû changer le compteur. On vient installer nos capteurs. C'est un projet qui coûte c'est quelques centaines d'euros et qui donne les outils. Soit on vous accompagne et avec ces outils, on va vous aider à réduire la consommation de gaz, d'électricité ou eau. Soit ça vous donne à vous-même les outils en main pour savoir, OK, mon magasin est fermé à 19 h, mes bureaux sont clôturés à 18 h, mais je vois qu'à 2 h du matin, j'ai toujours une consommation d'électricité de 100 Wh ou ma consommation de gaz, je n'arrive pas à l'expliquer. Ensuite, on arrive à poser les bonnes questions pour arriver au résultat désiré, c'est-à-dire une diminution. Et ici, maintenant, on a parlé du pilier gauche, tout ce qui est consommation. Mais il ne faut pas oublier les gens qui habitent ou qui occupent le bâtiment pour optimaliser leur confort. Et c'est pour ça, la partie droite, l'environnement, on prend aussi soin de ce pilier-là.
pour aller digitaliser en parallèle que la consommation, là aussi, quelle est la température, quelle est la concentration de CO2, d'humidité dans le bâtiment. Si on dit, OK, on veut réduire, comme je disais tantôt, peut-être qu'on veut aller retarder la pompe à chaleur de 30 minutes et 45 minutes, quel est l'impact que ça a pour les occupants du bâtiment? Lorsqu'on parle de luminosité, avant, on a aussi parlé d'aller optimaliser les lumières, la luminosité dans un bâtiment, dans un bureau par exemple. À nouveau, quel est l'impact sur les gens qui travaillent dans les bureaux ou les clients qui visitent votre magasin? Pouvoir combiner toutes ces données dans votre analyse finale, c'est ça la première clé pour pouvoir commencer à optimaliser. Et je vais terminer sur ce point-ci, c'est un exemple concret d'une analyse qu'on fait ici d'ailleurs sur nos bureaux. Le profil que nous voyons ici, c'est la consommation d'électricité de notre ascenseur. Quelque chose de très, très banal, hein. Dans plusieurs bâtiments, il y a quand même des ascenseurs. Et lors du fonctionnement de l'ascenseur, il n'y a pas grand-chose qu'on peut optimaliser. N'empêche, on voit qu'il y a un baseload stable, j'espère que vous voyez ma souris, entre les différents pics. C'est une consommation constante, hein, qui est d'ailleurs doublée car on a 2 ascenseurs, et qui peut très bien être diminuée, du moins, si en allant optimaliser, on va regarder, OK, est-ce qu'on peut éteindre l'ascenseur durant les heures de fermeture du bureau. C'est un tout petit exemple dans une panoplie de machines qui se trouvent dans n'importe quel environnement. Mais c'est un cas très concret de comment, avec le Meten is Weten, on arrive finalement à diminuer notre facture. Avec ceci, on a comblé le premier pas et je donne la parole à mon collègue Thomas. Donc, bonjour à tous. Comme l'expliquait ici Edouard, la première étape pour nous, elle est de connaître effectivement ces consommations, voire ces productions d'électricité. Et puis, la suite logique, c'est après de savoir comment gérer de manière optimale son énergie. Et dans les temps incertains qu'on connaît, qui ont très bien été expliqués là précédemment, d'essayer de garantir un maximum son prix et son approvisionnement. Au sein de Synergie, on a en fait fait les mêmes analyses qui ont été faites précédemment, donc je vais faire gagner du temps à tout le monde, je ne vais pas aller trop en détail, mais on retrouve les mêmes éléments, hein, avec une explosion des coûts d'énergie sur les derniers mois, et avec encore des grandes variations dans une même journée, où on voit que dans l'exemple pris ici tout récemment, on passe de 300 à 600 € en fonction de l'heure de la journée. Ces éléments-là sont des éléments qu'il faut prendre en compte dans les situations et dans les décisions qui vont être prises pour justement essayer de mettre en place une solution pérenne et qui peut être profitable à l'entreprise directement. Deuxième élément, il y a de plus en plus effectivement d'énergie renouvelable et décentralisée qui est mise en place. Et toute cette énergie renouvelable et décentralisée, elle produit, en tout cas si on regarde par endroit un peu plus central, elle produit au même moment, ce qui veut dire que si tout le monde met son renouvelable, je vais un petit peu résumer très, très fortement et les experts m'en excuseront, mais ça permet d'aller plus vite vers le point clé. C'est-à-dire qu'à un moment, quand il y a du soleil, tout le monde va produire au même moment, tout le monde va avoir une abondance d'électricité, voire une surabondance, et donc on va aller injecter. Et finalement, au moment où tout le monde a besoin de l'électricité, que ce soit le soir ou dans des process qui tournent la nuit, on n'aura plus justement accès, ou en tout cas moins facilement, à toute cette énergie renouvelable. Ça aussi, c'est un élément clé à prendre en main. Aujourd'hui, on est avec des prix de marché qui explosent du fait de justement ce déséquilibre entre la production d'électricité à certains moments et la demande. Et c'est l'offre et la demande en fait qui doivent être un maximum couplées et pouvoir être, je dirais, alignés un maximum. Si on avait une situation parfaite où c'était le cas, on aurait beaucoup moins de problèmes de tarification aujourd'hui comme on les connaît. Et enfin, le troisième élément qui nous semble clé aussi dans la suite des choses, c'est le stockage d'énergie. Mais le stockage d'énergie pose beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on va aller dimensionner de manière optimale
une batterie, quel que soit le type de batterie. 2, sur quoi est-ce qu'on va aller placer le curseur? Est-ce qu'on va aller sur de l'autoconsommation? Est-ce qu'on va aller faire le lissage de pic ou peak shaving? Est-ce qu'on va aller regarder ce qu'on peut faire avec l'électricité stockée? Comment gérer justement les flux énergétiques d'une entreprise? Alors, ça peut être une PME comme un grand groupe. Est-ce qu'il y a une rentabilité réelle à sortir d'un stockage? La sécurité aussi. Hein. Ici, on voit l'exemple d'un stockage de lithium-ion, qui est une batterie que nous fabriquons ici en Belgique à Oudenaarde. Mais on intègre par exemple directement aussi tout un système redondant de sécurisation de lutte incendie dans chacun des modules et dans chacun des racks. Et puis aussi, comme ça a bien été expliqué, l'intégration de plus en plus quotidienne, je dirais, de la charge des véhicules électriques, où on va aussi essayer d'optimaliser ça pour éviter des choses du style la plupart des véhicules se mettent à charger dès l'arrivée du collaborateur le matin, avant même qu'il y ait potentiellement une production de photovoltaïque, pour finalement se rendre compte qu'au moment où on produit un maximum d'électricité, mais on a en fait déjà chargé en grande partie certains véhicules. Mais là aussi, c'est des éléments qu'on va prendre en compte. Et tout ça, on va finalement en faire un business plan, ce qui avait été expliqué aussi précédemment par des interlocuteurs. L'idée clé, elle est de dire, OK, aujourd'hui, on sait qu'il y a une problématique au niveau électricité qui est beaucoup plus importante qu'elle n'était. Comment est-ce qu'on peut amener un business plan rentable et élaboré pour bien montrer le gain qui peut être fait le plus rapidement possible? Synergy, dans son ensemble, en fait, ce qu'on propose, nous, c'est ce qu'on va appeler Energy as a Service. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir mesurer, ou si la mesure est déjà là, d'utiliser les mesures existantes pour faire une étude approfondie des consommations et de la production. On va voir ce qu'il y a comme marge de manœuvre, je dirais, aussi bien en termes de budget qu'en termes d'investissement. Hein. Il peut y avoir des investissements qui ont été prioritisés par une entreprise ou des investissements qui vont prendre la priorité si on voit derrière qu'il y a un gain beaucoup plus élevé. On va aussi essayer d'aller vers une garantie d'un prix du kilowatt. On a vu, c'était bien clair, je pense, dans les slides précédents des collaborateurs, des personnes intervenantes avant, que le prix de l'électricité a fortement augmenté dernièrement, va un petit peu se stabiliser par la suite, mais où on restera toujours à des pics qui sont beaucoup plus élevés, ou en tout cas une courbe qui sera beaucoup plus élevée qu'elle ne l'a été par le passé. Et donc là aussi, d'essayer de pouvoir apporter justement cette garantie d'un prix, et forcément aussi de maximaliser l'énergie renouvelable pour répondre justement à ce besoin de diminution d'empreinte carbone, et pouvoir aussi montrer justement l'intérêt d'une entreprise pour ces solutions-là. Quand on prend l'ensemble de ces solutions dans le Energy as a Service, on a sur la droite, dans les différents éléments, tout ce qu'on va faire. Donc, aussi bien aller mesurer les consommations, ou en tout cas intégrer ces données-là dans notre business model, voir comment est-ce qu'on peut optimaliser de base avec ce qui existe déjà, voir s'il y a du peak shaving qui peut être fait. Est-ce qu'une intégration de batterie peut être intéressante? Si oui, comment dimensionner cette batterie? Et aussi réfléchir avec la mobilité, comme je le disais, entre 2 véhicules électriques, voire hybrides, ou une flotte de 20 ou 40 véhicules électriques, il y a évidemment une grosse différence. Si on prend l'exemple de ce qui a été fait avec Synergy, par exemple, ici sur notre site, ça c'est la photo de notre site ici à Thames. On a un site ici de 22 hectares où en fait tous les bâtiments sont maintenant reliés entre eux. On pourrait considérer que c'est une espèce de communauté d'énergie, je dirais, intra-groupe, qu'on est d'ailleurs occupé d'étendre avec toutes les sociétés que vous voyez sur la gauche, donc les bâtiments à gauche, qui sont toutes des PME de différentes tailles, où il y a des commerces, il y a aussi des bâtiments résidentiels. On fait partie d'un projet européen autour des communautés d'énergie pour la Flandre, et donc on est en train de mettre ça en place aussi. Et pour la petite histoire, mais ici on a aussi bien des panneaux solaires qu'une pompe à hydrogène, que la gestion centralisée de tous les bâtiments par rapport au chaud, au froid, à l'électricité, à l'eau. On a toutes ces données qui remontent. On a tout centralisé et tout est, je dirais, géré de manière intelligente, et on ajoute de mois par mois des différentes solutions en plus. Il y a une colline énergétique qui va aussi venir, où on va faire turbuler l'eau pour générer de l'eau, générer de l'électricité quand on en a besoin, où on va pomper l'eau quand l'électricité est justement moins chère sur le marché, ou quand on a
un surplus de production photovoltaïque. Et tous ces éléments-là, aujourd'hui, nous ont déjà permis, l'année passée pour être exact, de diminuer les coûts de 15%, forcément de réduire notre empreinte carbone, mais à l'avenir d'aller encore plus loin. On a une batterie qui va être connectée d'ici la fin de l'année, on a un électrolyser qui va venir pour produire notre propre hydrogène. Et tous ces éléments-là nous permettent en fait de jouer entre l'offre et la demande, c'est-à-dire entre quel moment on surproduit finalement de l'électricité, mais plutôt que d'aller l'injecter, d'essayer d'en profiter un maximum soi-même, mais aussi à quel moment est-ce qu'on a des gros pics de consommation, soit en décalant certains usages, comme ça a été expliqué précédemment, en faisant une analyse détaillée, en se disant, tiens, est-ce qu'on a deux gros consommateurs d'électricité qui commencent à 9 h le matin, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en décaler un des deux? Est-ce que le chauffage ne peut pas être réglé en fonction de l'occupation des bâtiments, et certains bâtiments vont être fermés beaucoup plus tôt que d'autres, parce qu'on va fonctionner sous forme de pause. Et tous ces éléments-là ont été pris en compte, et c'est des choses qui évoluent tout le temps. Donc, on est en permanence en train de suivre qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va être mis en place, et ça, c'est quelque chose de clé aussi, c'est de se dire qu'une solution d'optimalisation énergétique, aujourd'hui, elle n'est pas figée. La première étape, c'est de commencer, je pense que c'est la plus importante. Généralement, une fois qu'on a démarré, on voit les gains qu'on peut avoir, on voit ce que ça peut représenter, et la suite logique, c'est de faire ce suivi constamment, de voir, tiens, on évolue, la société évolue, il y a peut-être un bâtiment qui va être agrandi, il y a peut-être des unités de production qui vont être ajoutées. Comment est-ce qu'on intègre tout ça? Si je regarde plus loin, pardon, tu peux passer au slide suivant, mais comment est-ce que nous, on opère en fait au sein de Synergie? On a les plusieurs éléments qui vous ont été présentés là par Edouard avec les différentes entités de la société. On intervient à chaque niveau d'entité, c'est-à-dire qu'on peut intervenir aussi bien pour la mesure que pour simplement l'offre d'une batterie, ou je dirais l'offre complète, la panoplie complète, où on se dit en tant que Synergie, qu'est-ce qu'on peut offrir comme service, et d'intégrer en fait les différentes solutions qui sont dans le groupe pour justement permettre d'avoir une solution complète. Voilà. Merci Thomas, merci Edouard d'avoir aussi rendu les choses concrètes et de montrer un exemple sur votre site. Je pense que c'est hyper intéressant de montrer les choses concrètes. Merci à vous. On va prendre les 5 dernières minutes sur un nouvel outil financier. Et on a Olivier Bouchat ici de la SRIW qui va pouvoir nous présenter ça pour pouvoir clôturer ce webinaire. Olivier, est-ce que tu partages ton écran? Oui, je le fais immédiatement. Voilà, est-ce que vous le voyez? Enfin, il faut ça arrive en full screen, tu dois mettre. Voilà, parfait. Voilà, merci. Donc, j'ai 5 minutes, 5 slides. Merci de me donner l'opportunité de vous présenter un nouveau dispositif que le gouvernement a mis en place fin d'année dernière et qui vient compléter en fait un mécanisme qui existait déjà, qui s'appelle, chez nos collègues de la SOELFIN, qui s'appelle Easy Green et qui accompagne la transition énergétique des entreprises, mais plutôt les petites et moyennes entreprises. Alors qu'ici, Wall Energy va plutôt s'attaquer à l'ensemble des entreprises, PME et grandes entreprises qui sont repris en accord de branche dans leur transition bas carbone. Et on voit quel potentiel est important, évidemment, parce que ça concerne 11 mégatonnes de CO2 et c'est 90% de la consommation énergétique des industries en Wallonie. L'équipe, le temps de lancer les recrutements, d'établir les profils, et l'équipe est maintenant pleinement opérationnelle depuis 1 mois. Et grâce à Wall Energy, eh bien, avec Easy Green, on peut maintenant brosser l'ensemble de la palette de l'indépendant jusqu'à la grande entreprise et accompagner ces entreprises et financer les projets de ces entreprises dans leur transition énergétique, et ce, gratuitement, tous les cas pour ce qui concerne l'accompagnement. Alors, sur quoi Wall Energy va focaliser? Sur tout ce qui peut améliorer les processus de production à partir des meilleures technologies disponibles, l'efficacité énergétique et la rénovation des bâtiments. Et là, on le fait grâce à notre mission Renovat, qui, elle, accompagne une centaine d'adhérents publics dans leur rénovation énergétique. Donc, on a une grande expertise, notamment en contrat de performance énergétique. On va également regarder les moyens de production d'énergie renouvelable, mais évidemment des activités accessoires comme la mobilité durable,
la logistique ou encore la maintenance. Concrètement, on repart des audits à mur, des plans d'action qui ont été établis sur base de ces audits, et on vient avec nos visites de terrain, où on va venir screener l'ensemble du processus industriel, ou bien détecter soit des projets qui n'ont pas été mis en place, soit des projets avec un nouveau regard qui aurait beaucoup de sens. Alors, une fois que c'est fait, une fois qu'on a détecté l'intérêt de ces projets, eh bien, on va pouvoir venir proposer une offre de financement, mais ça sur base des moyens habituels de la SRIW, en prêt en capital ou encore en garantie. Et on fait évidemment profiter de notre réseau, notamment notre connexion avec les administrations pour l'obtention des subsides à l'investissement quand c'est possible. Alors, quelques exemples pour être concret de ce sur quoi peut porter Wall Energy, ben, c'est par exemple accompagner, mais ça vous en avez déjà parlé ce matin, le développement d'un réseau de chaleur. Alors qu'il peut être abrité soit dans un véhicule dédié de manière à déconsolider l'investissement, ou il peut être directement logé dans l'entreprise. Là, on rentre en général dans le capital quand il s'agit d'un SPV et on vient compléter le financement avec du prêt subordonné. Ça peut être des échangeurs de récupération de chaleur, ça peut être des moyens de production d'énergie renouvelable, avec des prêts de différentes natures qui sont toujours, établis sur mesure en fonction de la situation financière de l'entreprise. Ça peut être un accompagnement dans le verdissement de la flotte de véhicules ou encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, la rénovation des bâtiments. Alors, les premiers retours, mais après un mois, sont déjà vraiment plus qu'espérés. Donc, on a 35 entreprises qui ont signalé leur intérêt, 18 conventions de services qui ont été signées. On a déjà échangé avec ces entreprises 16 rapports d'accords de branche, et 16 visites de sites ont été planifiées et 4 sont encore en venir, mais c'est 25. Et à partir de ces 16 visites, 42 projets sont actuellement à l'analyse au sein de ces entreprises pour développer et financer des projets qui sont soit visent l'amélioration de l'économie d'énergie, vous voyez quand même un potentiel important de 1000 gigawattheures, de plus de 1000 gigawattheures, et également en développement des systèmes de production d'énergie renouvelable pour 300 gigawattheures. Évidemment, on ne fait pas l'ensemble de ce travail seul, on travaille avec les éditeurs, avec les facilitateurs, avec les administrations, avec les intercommunales de développement économique, bref, avec le terroir fertile de l'Arménie en ce qui concerne tous ceux qui peuvent, et encore l'entreprise qui m'a précédé, voilà, aider dans la transition énergétique des entreprises. Le but est vraiment, avec Pôle Énergie, de stimuler, d'accélérer, de catalyser un maximum d'investissement au niveau des entreprises en profitant de ce momentum de crise pour lancer les investissements. Alors, pour incarner cette équipe Pôle Énergie, mais voilà, vous avez devant vous, certains sont dans la salle, dans l'auditoire virtuel. Il y a Alain Tombu, Damien Leduc et Françoise Nivarlet pour ce qui est de l'analyse financière des projets. Alain Tombu est plus axé sur la consommation, Damien plus sur la production ou l'innovation, et ils seront encore complétés l'équipe sera encore complétée par 2 ingénieurs et sont encadrés par l'équipe de financement de la SRIW avec Sylviane Mulguicher qui coordonne Wall Energy et dont je vais vous donner les coordonnées si vous êtes intéressé par ce dispositif qui, je le répète, est totalement gratuit et financé par la Wallonie. Voilà, je pense que j'ai respecté pleinement les 5 minutes. Merci Olivier. Et nous, on a respecté notre quart d'heure académique de retard. Donc, si vous avez une réunion à 13h, il y a pour une série d'entreprises, on se retrouve à l'événement Food Connection dans 1 heure. Et pour le reste, on a, comme on vous a présenté, une série d'événements à venir. On aura l'occasion de se voir. Merci aux différents orateurs pour leur qualité de présentation aujourd'hui. Je pense que ça a été intéressant pour tout le monde.
Et je vous remercie à tous d'avoir été présents et surtout, je vous souhaite un bon appétit maintenant et à très bientôt pour d'autres webinaires ou actions au sein du cluster. Et alors, ne pas hésiter, vous avez vu que pas mal d'entreprises sont là disponibles pour vous, mais aussi l'administration, l'Asso Walfin qu'on n'a pas pu citer aujourd'hui. Il y a toute une série d'acteurs et nous, en tant que cluster, on est le point de contact et puis après, on relaie vers la bonne personne au bon moment. Voilà, à bientôt. Au revoir.